C'est important de faire le bilan. Vous savez, comme dans n'importe quelle entreprise, quand il y a un projet, après on fait un post-mortem, on regarde le bilan de ce qui s'est passé. Je peux vous dire que dans n'importe quelle entreprise, l'Union européenne et l'euro auraient été mis à la benne depuis bien longtemps quand on regarde les résultats par rapport aux promesses d'entrée. Une des promesses, c'est justement l'euro qui apporterait plus de croissance. Quand on regarde, c'est même pas pays seulement du Nord ou du Sud, même quand on agrège, il faut savoir que la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Il y a juste le Japon qui fait moins bien, mais le Japon est un cas à part, parce que la croissance est beaucoup plus faible, parce qu'il y a sa population qui s'effondre, et donc mécaniquement, vous avez une croissance moindre. Mais sinon, la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Après, effectivement, quand on regarde à l'intérieur de la zone euro, là, vous avez les pays du Nord qui s'en tirent mieux que les pays du Sud, mais plus qu'une question Nord-Sud, c'est une question... Euro, pas euro. Euro, pas euro, et voilà, les pays déjà... Quand on regarde au sein même de l'Union européenne, quand on regarde la croissance depuis le début entre les 19 pays qui ont adopté l'euro et les 9 qui ne l'ont pas adopté, vous avez un écart depuis 1999 à maintenant de 16 points. Donc c'est absolument énorme. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne hors de la zone euro ont une croissance bien plus forte, ce qui ruine complètement tout l'argumentaire habituel et les promesses de l'époque. Et au sein même de la zone euro, effectivement, vous avez les pays qu'on peut qualifier du Nord, qui étaient déjà plus compétitifs avant l'euro. Et donc, qu'est-ce qui se passait quand chacun avait sa propre monnaie? Si on prend la France et l'Allemagne, vous aviez l'Allemagne, comme elle était plus compétitive, elle avait une année un excédent commercial, et du coup, mécaniquement, sa monnaie s'appréciait. Et quand sa monnaie s'appréciait, quand le mark s'appréciait, les produits allemands devenaient relativement plus chers à l'export. Et perdaient un peu de... Et pour les Français d'acheter, il était plus cher à l'import d'acheter les produits allemands, et c'était le contraire pour la France. Et donc, vous aviez ces balances commerciales qui se rééquilibraient mécaniquement. Quand vous n'avez plus ce mécanisme-là, vous avez les pays les plus compétitifs qui engrangent après année des excédents commerciaux. Et il faut savoir que l'excédent commercial de la zone euro, c'est gigantesque, c'est de l'ordre de 200 milliards. Mais c'est que l'Allemagne. Il est allemand. C'est que l'Allemagne. Et donc, au contraire, tous les pays, notamment les pays du Sud, comme la France, eux sont en déficit commercial. Pour la France, c'est quand même plus de... Ça dépend des années, mais on est entre 60, 70, 80 milliards d'euros de déficit commercial. Et ça veut dire que c'est de l'argent qui part tous les gens de France. Et c'est une France qui s'appauvrit. Et ça, c'est lié à l'euro. D'ailleurs, le dernier excédent commercial français, c'était au tout début des années 2000, quand vous aviez un euro qui était plus faible que le dollar. Mais depuis qu'on a l'euro, maintenant, on est en déficit commercial chronique et en chômage massif. Et alors, vous avez abordé indirectement la question de la variable d'ajustement. Grosso modo, vous nous avez dit, quand les monnaies étaient les monnaies nationales, eh bien, selon les performances du commerce extérieur, la monnaie s'appréciait ou se dépréciait. Bon. Et on pouvait même recourir à la dévaluation, ce que l'Italie et la France ont fait largement. Maintenant, impossible. Et donc, c'est le chapitre suivant, c'est-à-dire que l'euro nous protégerait du chômage. Non seulement l'euro ne nous protège pas du chômage, mais le chômage est devenu la variable d'ajustement. Alors exactement, il y a deux variables d'ajustement en fait. Quand on regarde déjà la zone euro, contrairement à cette promesse, est la zone du monde où il y a le plus de chômage. Et quand on regarde là encore au sein même de l'Union européenne, entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté, vous avez une divergence massive avec un chômage bien plus grand dans les pays de la zone euro que dans ceux qui sont hors zone euro dans l'Union européenne en moyenne. Donc encore une fois, le résultat est calamiteux. Mais là, effectivement, quand il n'y a pas ces rééquilibrages monétaires, il y a deux variables d'ajustement. Il y a le chômage. Et quand vous n'avez plus la dévaluation externe, vous avez l'autre variable d'ajustement qui est la dévaluation interne. C'est ce qu'on a demandé aux Grecs, c'est ce qu'on a demandé aux Italiens et c'est ce qu'on demande aux Français. Voilà. Parce que quand vous avez le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui demande chaque année à la France de geler le SMIC, c'est exactement pour ça. Vous ne pouvez pas du coup dévaluer au niveau externe et donc vous créez une dévaluation interne parce que quand vous gelez, vous augmentez le SMIC à peine au niveau de l'inflation, donc ça veut dire que mécaniquement vous baissez les salaires réels. Voilà. Et donc il faut choisir soit l'euro, et donc on a le chômage de masse et la dépression totale sur les salaires, la dévaluation interne, ou alors on n'a pas l'euro. Mais on ne peut pas avoir les deux, et ça les Français, il faut qu'on soit conscient, parce que la question monétaire est une question souvent technique, difficile, voilà. Et les Français ne voient pas les implications, mais les implications concrètes, c'est que l'euro explique en grande partie, il y a aussi le libre-échange total dans lequel je parle dans les 2 derniers chapitres du livre, mais l'euro explique massivement justement la croissance à tonne et le déficit commercial français, les salaires qui augmentent peu et le chômage de masse. Voilà. C'est véritablement un boulet.
L'euro est un boulet pour l'économie française. Ouais. Mais pour vous dire la folie du projet de l'euro, entre 1971 et 1983, en à peine 12 ans, on était passé de 1 Deutschmark égale 1,5 francs à 1 Deutschmark égale 3 francs en 12 ans. Ouais. Donc c'est une dépression, c'est de l'ordre de 50%. Alors on parlait de 50%, là les Européens vous diraient ce serait la catastrophe, etc. Mais sauf que manque de peau, quand on regarde les chiffres, c'est là où on parle du fétichisme de la monnaie. Quand on regarde les chiffres, la France à l'époque avait une meilleure croissance que l'Allemagne. Oui, absolument. Mais l'euro, pour parler de façon imagée, c'est complètement absurde. C'est comme si vous aviez, moi j'aime beaucoup le foot, en fait, l'euro, pour que les Français comprennent, c'est comme si vous avez fait un match face à l'Allemagne, un bon vieux classique France-Allemagne, et sauf que l'Allemagne, dès le début du match, jouait à 12 joueurs, alors que vous jouez à 9 joueurs. Bah forcément, le résultat du match, on le connaît.